et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La romance. Je vous en parle depuis un moment, j'ai certains préjugés, mais en même temps, est-ce qu'on peut juger sans vraiment connaître? Pas tant que ça. Donc pour le même principe que ma vidéo sur la mythologie grecque, je me suis dit qu'on allait voir ensemble qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai dans ma palle, et qu'est-ce qui me donne envie au niveau de la romance. Et au final, je me suis rendu compte, je suis munie de mon petit ordinateur, que j'ai quand même une petite dizaine de livres dans ma palle, enfin dans ma wishlist qui me donne envie dans la romance. Et surtout vous êtes plusieurs à m'avoir donné vos avis sur certains livres de romance qui du coup me tentent encore plus. Donc comme vous le savez, moi je suis assez réfractaire à la romance, mais parce que je suis extrêmement habituée à la romantaisie. En fait c'est vraiment mon style de prédilection, c'est ce que je lis le plus. Sauf que le problème, c'est que à force de ne lire que de la fantaisie ou romantaisie, j'ai un petit peu l'impression que dès que je quitte un univers et que je me lance dans un nouvel univers, en fait j'ai pas assez profité du premier univers parce que je passe directement à autre chose. Ce qui fait que j'ai pas le temps pour souffler, pour repenser bien à ma lecture et pour me faire un vrai avis avec du recul, étant donné que je suis directement plongée dans un autre univers totalement inventé. Et je pense que ce serait mieux du coup, pour profiter au mieux de chacune de mes lectures, de faire un peu une coupure entre chaque grosse lecture de fantasy, romantaisie, etc. D'avoir des livres un petit peu plus terre à terre, sans être non plus des romans classiques ou des romans contemporains, hein, mais pourquoi pas lire un petit peu plus de romance ou quoi que ce soit. Et surtout qu'il y a certaines catégories de romances qui me donnent envie, comme les romances historiques. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, avec ceux que j'ai déjà lus par exemple, mais je vous les montrerai juste après. Ou alors la dark romance. C'est un petit peu spécial, mais j'aime bien de temps en temps. Je trouve ça un peu à ne pas prendre au sérieux, mais je sais pas, j'aime bien les personnages un peu spéciaux, un peu bizarres, un peu dérangés. Donc j'aime bien le principe de dark romance, et j'aimerais bien lire de temps en temps des lectures qui me font un petit peu plus rire, un petit peu plus légères, dans le style de la comédie romantique, vous voyez. Donc pourquoi pas, ça pourrait être sympa de casser un petit peu plus mes lectures hyper poussées avec des gros world building où il faut bien réfléchir, avec des romances un petit peu plus douces, etc. Enfin je dis ça, mais j'en ai certaines dans ma wishlist qui sont pas forcément très douces. Mais écoutez, je vous ai dit que je voulais me diversifier, j'ai vraiment envie de casser un peu mes préjugés sur la romance, d'en découvrir d'autres un petit peu mieux. D'ailleurs j'en ai commandé quelques-unes, à voir ce que ça donnera. Mais je les ai pas encore reçues, donc pour le moment ce sera dans ma wishlist. Et on va commencer avec les romances que j'ai lues. Et clairement, j'ai lu du coup l'équivalent de 5 tomes, mais en soi j'ai lu que 2 séries, sagas, je sais pas. En gros j'ai lu les 3 premiers tomes de la chronique des Bridgerton, que j'ai adoré sur Netflix. Du coup quand j'ai vu qu'il y avait ce petit livre d'occasion avec le tome 1 et 2, je me suis dit que j'allais les lire, ça pourrait être sympa. Alors je me rappelle que je l'ai lu en vacances, alors sur la plage, il a pris très très cher. Malheureusement il est plus dans un état ouf, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Comme je vous l'ai dit, les romances historiques me tentent bien, et là on est clairement là-dessus avec... c'est en quelle année que ça se passe déjà? Je ne sais jamais. 1700 je crois. 1800, autant pour moi. Avec tout ce qui est un petit peu la haute société de Londres, avec Lady Whistledown, je l'adore. Ces petits commérages ils sont trop bien, c'est un petit supplément. On a un petit peu tous les codes où un homme et une femme n'ont pas du tout le droit d'être seuls dans une même pièce sans chaperon. Les nobles doivent se marier entre eux, c'est interdit qu'une femme de chambre se marie à un grand-duc par exemple. Donc on a vraiment quelques petits codes sympas, et en général l'autrice elle arrive à les casser un petit peu. Moi j'ai beaucoup aimé le tome 1, franchement. Daphné et Simon, c'est le petit duc de Hastings, c'est vraiment mes préférés. Mais en général ça me fait ça quand je débute une saga et que je découvre un premier couple, ça reste toujours mon petit chouchou. Après le tome 2 avec Anthony et je ne sais plus son nom, et Kate, c'est ça. Anthony et Kate, c'était plutôt sympa. Je les ai beaucoup aimés. Par contre, j'avoue que le tome 3, je suis un peu moins fan. Bénédicte, c'est pas du tout mon Bridgerton préféré, quoi. Après, j'ai bien aimé Sophie, mais avec les petites vibes à la Cendrillon, c'était sympa. C'était cool, mais sans plus. Là, j'ai hâte de lire le 4, avec Colin et Pénélope. Je pense que je vais adorer. Donc, si vous ne connaissez pas encore la chronique des Bridgerton, en fait, tout simplement, on va suivre toute la famille Bridgerton. Donc, ils sont 7 enfants, et ils sont tous nommés par ordre alphabétique. Donc l'aîné s'appelle Anthony, ensuite on a Bénédicte, Colin, Daphné, Héloïse, Francesca,
Grégoire le petit, et en dernier on a Hyacinthe. Si je me trompe pas, ce sont les 7 ou 8. Les 8 frères et sœurs Bridgerton, et dans chaque tome on va se concentrer sur l'histoire d'amour de l'un d'eux. Et à chaque fois c'est quand même vachement différent, c'est ça que j'ai bien aimé. Bénédicte donc il va être avec une femme de chambre. Anthony il va être avec la sœur de un petit peu sa promise. Daphné donc avec le duc de Hastings. Mais il va y avoir un petit peu comment ça s'appelle, du fake dating. Ils vont faire semblant de se fréquenter pour que Daphné elle ait beaucoup plus de prétendants et pour que Simon le duc il soit beaucoup plus tranquille vis-à-vis des autres prétendantes. Voilà. Donc à chaque fois c'est vraiment des rapports différents, c'est des rencontres différentes, c'est des personnalités différentes et je trouve que ça doit être compliqué en fait de faire dans le même univers toujours des choses bien variées avec des personnalités qui dénotent et qui ne se ressemblent pas trop. Et Julia Quinn elle y arrive plutôt bien, donc j'aime beaucoup quand même la chronique des Bridgerton. Et ce serait bien que je termine ça pour découvrir l'histoire des autres frères et sœurs avant que l'adaptation en série sur Netflix sorte, parce que là j'ai quand même beaucoup plus apprécié de lire le tome 3 en ne sachant pas ce qui va se passer, même si au final j'ai pas trop adoré Bénédicte et Sophie. Le fait de ne pas avoir vu la série avant c'était quand même plus cool. Par contre mon dieu ce que j'ai envie de lire l'histoire de la reine Charlotte, parce que cette série a dépassé la chronique des Bridgerton pour moi. Donc peut-être que ce sera ça ma prochaine lecture. En tout cas ma seule et deuxième romance que j'ai lue, encore elle est assez particulière, c'est Ashes Falling for the Sky, le tome 1 juste ici, et le tome 2 j'ai beaucoup aimé. En fait là on est vraiment, alors lequel est le tome 1? Celui-là. On est vraiment sur deux personnes détruites qui vont essayer de se reconstruire ensemble. On n'est pas sur une fin très heureuse, donc elle fait un petit peu couler les larmes quand même. Pour vous lire le résumé, mais je pense que vous en avez quand même beaucoup entendu parler, il n'est qu'une pluie de cendres, elle s'est noyée dans un ciel trop vaste. Lors de sa soirée de pré-rentrée à l'université, Sky, décidée à laisser ses démons derrière elle, jette son dévolu sur Ash. Prête à assumer cette aventure d'un soir, elle ignore les avertissements de sa colocataire et se lance dans le jeu de la séduction, mais perd lamentablement la partie. Elle fait fuir Ash, non sans avoir entrevu ses blessures, la part d'ombre d'un jeune homme qui a tout connu, même le pire, surtout le pire. Ça fait quand même presque 2 ans que je les ai lus, je me rappelle que je les ai beaucoup aimés, mais je me rappelle plus exactement de tout. Je me rappelle de la fin, je me rappelle du début, mais tout ce qu'il y a entre, j'avoue que c'est un petit peu sorti de ma mémoire. Par contre, c'était une lecture très très intéressante et encore une fois, on avait des questions un petit peu différentes d'une romance classique et c'est vraiment ce que je recherche en fait, c'est des romances originales avec des questionnements profonds, soit sur les problèmes des personnages, soit sur l'histoire autour en fait, qui n'est pas juste classique. En fait, pour moi, je sais pas si vous allez m'insulter, mais pour moi, les romances en général, c'est un petit peu comme les films de Noël qui passent, les téléfilms même, qui passent à la télé pendant toute la période de Noël. Je les vois comme ça, un cliché ambulant. Donc j'ai besoin de déstructurer tout ça, de casser mes préjugés avec des vraies romances. Soit très touchantes, soit très complexes, soit avec, je sais pas, des enquêtes ou j'en sais rien à côté, enfin, pas juste une romance. Voilà. C'est tout. C'est pour ça que là j'ai du mal à sortir vraiment les 2 livres qui sont dans ma palle depuis des années. Je pense 2 ans chacun. Les 2 viennent de Hugo Roman dans la catégorie New Romance. Donc déjà je vous l'ai présenté plusieurs fois, on a l'As de cœur. À chaque fois il est dans ma palle depuis le début de l'année, à chaque fois je n'arrive pas à le lire. Il est toujours pas lu. En gros là c'est une romance sur un fond de poker. Donc ma foi plutôt pas très intéressant pour moi sur le papier en fait. Je sais pas, je suis pas ultra fan de l'univers du poker et je sais pas, ça me passionne pas en fait. Même s'il y a ce côté où la protagoniste féminine elle arrive un petit peu à lire dans les personnes qui mentent, qui bluffent etc dans le poker, donc ça peut être sympa et dans la vie de tous les jours. Si je l'ai acheté c'est parce que à l'époque j'en ai entendu énormément parler, sauf qu'au final j'ai jamais réussi à le sortir quand tout le monde en parlait, donc maintenant que c'est passé j'arrive plus à le sortir. Mais apparemment il y a quand même un sacré plot twist à l'histoire qui nous retourne un petit peu le cerveau. Enfin, je crois qu'il y a un changement, pas qui nous retourne le cerveau parce qu'on est sur une romance, mais je crois qu'il y a un truc sympa qui se passe qui m'a donné envie. Bah, je saurais pas vous en dire plus étant donné que je l'ai pas lu, hein, mais apparemment il a un petit truc en plus. Et en plus Morgane, mon comble, j'ai quand même 2 autres livres dans ma wishlist d'elle. Donc c'est pour vous dire que ces romances en général ont tendance à quand même me tenter un petit peu sur le papier. Mais j'arrive pas à sauter le cap. Et alors là, le 2e livre qui traîne dans ma bibliothèque, je crois que je ne l'ai jamais vu passer nulle part. Honnêtement, je l'ai trouvé d'occasion il y a à peu près 2 ans. Et pareil, je l'ai jamais lu. Il s'appelle Stars et c'est le tome 1, Nos étoiles perdues, qui a été écrit par Anna Todd chez Hugo Poche dans leur catégorie New Romance. Je sais même plus de quoi ça parle. Voyons voir ça. Dans le salon de massage où elle travaille, Karina rencontre Kael, un militaire silencieux tout juste rentré d'Afghanistan. Très vite, il se lie d'amitié. Alors Karina se livre à Kael comme à personne avant lui, même si c'est à sens unique. Il la baise, l'aide à se découvrir et à surmonter ses angoisses. Il la pousse à affronter
son père, autoritaire et manipulateur, et à essayer de gérer le chaos de la vie d'Austin, son frère jumeau. De son côté, Kael semble apprécier que Karina lui ôte de la tête les souvenirs des moments douloureux qu'il a vécu en mission. Petit à petit, leur amitié se mue en une relation amoureuse addictive. Karina sent qu'ils ont besoin l'un de l'autre, que leurs corps vibrent à l'unisson, qu'ils sont complémentaires dans leurs peurs comme dans leurs envies. Mais leur rencontre est-elle un heureux hasard? Les silences de Kael ne cachent-ils pas des secrets qui pourraient exploser et entraîner les deux héros dans une spirale de malheur? Voilà, donc un ancien militaire et une masseuse qui se rencontrent. Ah, je sais pas quoi en penser. En fait, le véritable fond du problème, je crois que c'est même pas mes préjugés, c'est que à chaque fois j'ai d'autres lectures qui me tentent plus. J'arrive pas à laisser de côté, par exemple, je sais pas, ma saga Le sang et la cendre ou tous mes livres de fantasy qui me tentent trop pour passer un moment de lecture sympathique avec un livre de romance. Alors que je suis sûre que je passerai de bons moments parce que de temps en temps j'aime bien lire des livres terre à terre. Faut vraiment que je m'enlève tout ça de la tête. Donc franchement les deux qui sont dans ma palle là j'arrive pas à les sortir. Donc peut-être qu'ils vont virer de ma bibliothèque et que je vais plus me concentrer sur ceux qui sont dans ma wishlist parce que là ces deux là j'arrive pas. Malheureusement je sais pas. Par contre là on va passer aux livres qui sont dans ma wishlist. En fait très clairement quand j'ai parcouru ma wishlist pour voir ceux de romance qui me donnaient envie je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal. À commencer par le premier que j'ai commandé qui n'est pas encore arrivé et je vous en ai parlé dans ces livres qui me font un petit peu peur. Bah d'ailleurs les deux premiers que je vais vous montrer là je vous en ai déjà parlé. Le premier c'est Butcher and Blackbird. Mais en fait ils me font peur parce que c'est de la romance. Par contre sur le papier c'est une romance entre deux tueurs en série. Alors attendez, je m'installe un peu mieux. Déjà la première phrase c'est marqué meurtre, chaos et passion torride garantie. Tout tueur a besoin d'un ami, tout jeu doit avoir un vainqueur. Lorsqu'une rencontre fortuite rapproche Sloane et Rowan, meurtriers et rivaux, une amitié aussi improbable soit-elle naît entre ces âmes damnées. Il s'avère que tous les deux ont une prédilection bien particulière pour les autres serial killers. Des petites villes de Virginie occidentale à la chic Californie, du centre de Boston au Texas rural, les deux chasseurs se lancent dans une compétition annuelle macabre et sanglante, qui les oppose aux monstres les plus dangereux du pays. Mais quand leur relation finit par évoluer, ils découvrent alors que les fantômes tourmentés qu'ils ont laissés sur leur passage ne sont pas loin, prêts à revendiquer bien plus que leur amour naissant. Sloane et Rowan parviendront-ils à s'extirper de leur jeu mortel, ou ont-ils enfin trouvé un adversaire à leur taille? Ce qui me donne envie du coup c'est qu'on est sur un univers vraiment totalement décalé avec du tueur en série quoi. Donc s'ils doivent être un petit peu sur les traces des autres tueurs en série en découvrant qui se cache derrière certains meurtres, moi j'adore. Si en plus de ça on a un petit peu de gore, personnellement j'aime bien. Et je pense que la psychologie des personnages pour devenir tueur en série, deux tueurs en série, ça doit être très très intéressant. Donc là on va être vraiment avec des personnages atypiques et je pense que je vais beaucoup aimer du coup. C'est pourquoi il fait partie de ma palle et que je l'ai déjà commandé, donc j'ai très hâte qu'il arrive. Ça va être, je pense, ma première lecture de romance. Je sais même pas si on peut vraiment appeler ça de la romance. Enfin si c'est de la romance, mais on est sur un thème assez particulier quand même. Mais c'est ce qu'il me faut de toute façon. Donc c'est le premier livre qui est sur ma wishlist mais qui va très vite être transformé à ma palle. Ensuite pareil, dans la dernière vidéo que je vous ai sortie, je vous ai parlé de la saga Bodyguard. Moi j'aime bien les hommes forts qui sont capables de nous défendre. Et là on est sur des gardes du corps. Donc en soi ça doit être très intéressant. Alors pour le résumé, vous savez que j'ai jamais lu le résumé. Là ça va être la première fois avec vous. Tout ce que je sais c'est ce que j'ai entendu des revues de différentes personnes. C'est comme les campus drivers. J'aime bien un petit peu le principe de taxi dans le campus pour je crois de base protéger un peu les femmes qui rentrent seules de soirée par exemple ou quelque chose comme ça, j'aime bien. Et là je sais pas, je vois un petit peu le même style de saga de romance qui peuvent me tenter. Donc Bodyguards, tome 1, on est sur Lennon parce qu'ils sont 4 frères. Lennon, Cruz, Sawyer, Jackson. 4 frères, 4 bodyguards. Garde du corps. À la suite d'une mission à risque au cours de laquelle il a frôlé la mort, Lennon a décidé de se retirer du terrain. Il se consacre désormais à la gestion de l'Institut Westwood, l'entreprise familiale qui forme les meilleurs gardes du corps du pays. Mais lorsque son père lui demande d'assurer la protection d'une dernière cliente, il accepte à contre-cœur pour le bien de l'agent. Il ne se doute pas que sa rencontre avec Dovie Bennett va bouleverser son existence. Brillante étudiante au MIT et passionnée d'astronomie, Dovie est la cible d'un corbeau dont les menaces se font chaque jour plus virulentes. Bien décidée à ne pas se laisser intimider, elle tente de continuer à mener une vie normale, jusqu'au jour où ses parents lui imposent la présence permanente d'un colosse grincheux à ses côtés. Je pense qu'on est vraiment sur une romance un peu Grumpy Sunshine. Je fais genre je m'y connais. Non mais ça me fait penser à Meroe et Phaistos dans Witch and God, j'aime bien. Quand on a un personnage tout grognon grincheux comme ça là. Forcés de cohabiter, Dovie et Lennon vont devoir composer l'un et l'autre et surtout avec l'attirance indéniable qui s'installe entre eux et qui les pousse à remettre en question leur choix de vie. Face aux
obstacles qui se dressent sur leur route, à quoi seront-ils prêts à renoncer par amour? Écoutez, c'est pas si mal, hein, parce qu'à côté de ça, on a une intrigue dont Dovi, elle a l'air un petit peu en danger, quoi. Il y a quelqu'un qui lui veut du mal, donc il va falloir résoudre un petit peu ce mystère-là en parallèle. Ils vont être forcés de cohabiter un petit peu. Lui, il a l'air très grognon et pas du tout content d'aller bosser, et elle a l'air au contraire très enjouée, non, de ce que je lis. Donc ça peut être assez cool, et c'est un peu, je pense, un classique qui peut être bien pour se lancer dans la romance. Vu que je vois vraiment que des bonnes revues dessus, je pense que c'est vraiment une bonne romance qui doit être bien écrite, bien construite, et ça me semble bien pour commencer du coup dans cette catégorie là. Ensuite, je vous ai dit que j'avais mis des livres de Morgane Moncomble dans ma wishlist, et j'ai Un automne pour te pardonner, enfin la saga Season en général, mais on va déjà commencer par le tome 1, hein, faut pas non plus trop se précipiter. Et apparemment, en plus, Un automne pour te pardonner, c'est vraiment le meilleur. Je suis en train de chercher le résumé. Vraiment, Booknode, meilleur site. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais l'inspiration qu'elle a eue de faire une tétralogie avec les saisons de l'année. Un automne pour te pardonner, un hiver pour te résister, un printemps pour te succomber. Non, je sais plus. Si, un printemps pour te succomber et un été pour te retrouver. Mais alors, est-ce qu'il y a des rapports entre les livres, ou est-ce que c'est juste la saga Season pour qu'il y ait un rapport entre les couvertures et les titres, mais qu'on suit des personnages totalement différents? Je sais pas. En tout cas, dans le tome Un automne pour te pardonner, on va suivre des avocats, et ça, j'aime beaucoup les avocats. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. J'avais jamais lu le résumé non plus. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory, la fille qui l'a blessé, plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Bah en fait, il est dans ma wishlist, encore une fois, parce que j'ai entendu que des bons avis, mais c'est un peu spécial que son ancien persécuteur de quand elle était jeune, ce soit son love interest. J'ai un peu du mal à lui pardonner, je sais pas si je vais réussir à passer au-dessus, franchement. Même s'il a envie de changer, bon, sûrement que Morgane Moncomble, elle a bien géré ça, mais là c'est un petit peu spécial. Par contre, une enquête pour meurtre où on doit trouver le coupable en même temps, ça j'aime beaucoup. Donc bon, encore une fois, j'en ai beaucoup dans ma wishlist. Je sais que Butcher and Blackbird, du coup, je vais le lire incessamment sous peu, mais n'hésitez pas à me dire lesquels valent le plus le coup et par lesquels c'est le mieux de commencer la romance pour me donner encore plus envie de découvrir ce style. Donc, pour continuer, du coup, j'ai mis encore une fois de Morgane Moncomble, Nos âmes tourmentées dans ma petite wishlist, parce que déjà, juste le titre, je me suis dit, c'est une romance assez psychologique, où on va sûrement aller en profondeur du développement des personnages, et ça, j'aime beaucoup. Donc, pourra-t-il lui redonner le sourire? Lorsqu'Azalée revient à Charleston, sa ville natale, ce n'est pas de gaieté de cœur. Elle a préféré partir quelques années auparavant pour échapper à des souvenirs pénibles et pour mettre le plus de distance possible entre elle et ceux qui lui ont fait du mal. Sa mère, avec qui elle n'a plus aucun lien, vient de mourir, lui laissant sa maison et une succession à régler. La voilà de nouveau dans la maison familiale pour un temps qu'elle espère le plus bref possible, jusqu'à ce qu'elle fasse la connaissance d'Eden, son nouveau voisin. Il est charmant, amusant, différent des hommes qu'elle a rencontrés jusqu'alors. Il lui donne envie de changer, de bousculer le fragile équilibre qu'elle a trouvé loin d'ici, peut-être même de céder à son attirance, de vivre heureux à nouveau tout simplement. Mais cela impliquerait de rester à Charleston. Est-elle capable de faire table rase du passé, d'oublier ce qu'il s'est passé ici? Eden a ses propres fêlures, mais il est prêt à l'aider. Azalea a un long chemin à parcourir, mais il pourra la conduire vers l'amour et le bonheur. Alors je sens que si je lis ce livre, je veux faire que de penser à Iggy Azalea. C'est assez spécial comme nom. Mais d'ailleurs c'est Azalea ou Azalea? Parce que d'un endroit c'est marqué Azalea et là c'est marqué Azalea. Est-ce que c'est une faute de frappe sur Booknote? Juste, je ne sais pas. Quel est son véritable nom? Bon, je pense qu'il a dû lui arriver un truc pas très cool à Charleston quand elle était plus jeune et du coup elle a un peu été traumatisée, donc elle a décidé de se reconstruire ailleurs, sauf que ben elle est forcée d'y retourner, donc ça va peut-être lui rouvrir des blessures du passé que Eden il va essayer de guérir bien gentiment. Ça peut encore une fois être sympa, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la phrase que je sors. Faut vraiment que je change de vocabulaire, je répète toujours les mêmes choses. Alors là, prochaine lecture, je cherche le résumé. On est sur un tome 1 d'une trilogie pour le moment, je crois que ça va être même plus, avec de la royauté londonienne je pense.
On est sur le tome 1 de Mad Majesty. Ça a l'air assez... je sais pas, assez cool. Depuis son retour de l'armée, le prince Damian enchaîne les scandales en tout genre. Qu'importe la volonté de sa famille, impossible de le faire rentrer dans le rang. Il fait régulièrement la une des tabloïds, jetant le discrédit sur la couronne. Alors quand le roi décède et que le prince héritier est appelé à monter sur le trône, c'est toute la monarchie qui est ébranlée. La seule manière de sauver les apparences, un mariage avec celle que sa mère lui a choisie, Ophelia St. John, une future épouse obéissante et malléable. En somme, parfaite pour le rôle. Mais Damian n'entend pas se plier de bon gré à ce jeu de dieu. Si l'institution lui impose des fiançailles, il compte bien choisir qui il épousera, et cela sera Esme St. John, la petite sœur de celle qui a été élevée pour régner. Synesthète, je sais pas ce que ça veut dire, sarcastique mais profondément humaine et empathique. Esme parviendra-t-elle à ravir les cœurs du royaume ou précipitera-t-elle sa chute? Donc là, j'adore tout ce qui est histoire sur la royauté. En général, il y a que les apparences qui comptent. Donc j'ai bien envie d'aller m'immiscer un petit peu dans les coulisses de la royauté pour voir ce qui se passe en dehors des apparences. Et là ça a l'air plutôt sympa, avec un prince qui se retrouve un petit peu roi malgré lui parce que son père vient de décéder, un petit mariage forcé avec une femme qui n'était pas du tout censée devenir reine. Donc ça peut être, non, j'allais dire ça peut être très sympa. Ça a l'air intéressant, plutôt divertissant, et je pense que c'est pas un truc trop prise de tête non plus, qui se lit facilement et un petit peu léger, pas léger dans le sens superficiel, mais simple à lire quoi. Ensuite nous avons la saga Twisted avec le tome 1 Twisted Love de Anna Wong. Déjà la première phrase du résumé, ça m'a donné des vibes de fantasy, donc ça m'a donné très envie. Il a un cœur de glace, mais pour elle, il brûlerait le monde. Un homme qui peut tuer la terre entière pour sa femme, j'adore. Mais j'ai un peu plus de mal à m'identifier quand c'est dans la vraie vie, parce que en soi, un homme qui tue d'autres personnes dans la fantasy, ça me dérange pas. Dans la vraie vie, si c'est bien manié, ça me dérange pas trop non plus en fait, je crois. Je vous dis, je suis pas sûre que mon cerveau tourne totalement correctement. Alors, Alex Volkov est un diable doté d'un visage d'ange. Poussé par une tragédie qui l'a hanté pendant la majeure partie de sa vie, sa quête impitoyable de succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur. Mais quand il est contraint de s'occuper de la sœur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine. Une fissure, un feu qui pourrait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué. Ava Chen est un esprit libre piégé par les cauchemars d'une enfance dont elle ne se souvient pas. Mais malgré son passé brisé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté dans le monde, y compris le cœur sous le visage froid d'un homme qu'elle ne devrait pas désirer. Le meilleur ami de son frère, son voisin, son sauveur et sa paix. Quand leur histoire commence à prendre forme, elle révèle des secrets qui pourraient les détruire tous les deux et tout ce qui leur est cher. Donc là, j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de petits retournements de situation assez sympas. Elle a, je crois, perdu la mémoire sur son passé. Ça peut être assez intéressant à découvrir aussi. Non, franchement, sur le papier, après, alors attention, hein, mais dans ma wishlist, c'est vraiment des titres qui m'ont donné envie après avoir vu plein de revues dessus. Donc c'est quasiment tous que des livres qui sont vraiment hypés, parce que le problème, c'est que je me renseigne pas de moi-même sur des livres de romance. Donc là-dessus, c'est pas comme sur la fantasy, je me fie extrêmement aux avis que je vois passer dessus, étant donné que je connais pas réellement ce style. Alors pour continuer, là je sais pas si je pouvais vraiment le mettre dans la catégorie romance de ma wishlist. C'est une petite nouvelle, hein, vraiment il coûte 2 € je crois le livre, mais j'ai vu encore une fois une revue dessus et apparemment il est extrêmement touchant. Donc ça doit être quelque chose qui se lit super vite, super facilement. Le résumé dit le jour de son anniversaire, le célèbre romancier R reçoit un étrange courrier. Dans une lettre déchirante de sincérité, une inconnue lui raconte son existence et lui confesse l'amour sans borne qu'elle lui voue. Bientôt le voile se lève sur l'identité de cette mystérieuse confidente qui ne lui est peut-être pas si inconnue que cela. Donc en fait, c'est vraiment quelqu'un qui va recevoir une lettre d'une autre personne qui lui avoue son amour depuis un petit peu toujours, sans qu'il ne s'en soit jamais rendu compte. Et on connaît pas du tout l'identité de cette personne, mais apparemment ce serait une personne qui connaît. Et donc le roman, c'est vraiment, il me semble, juste le contenu de cette lettre. Ça peut être très intéressant. Encore une fois, c'est une petite nouvelle, donc c'est un petit bonus, on va dire. Pour moi, ça rentre un petit peu dans la catégorie romance, étant donné qu'on a une femme amoureuse de quelqu'un, quoi. Après, je vous dis, je crois qu'il fait 120 pages, même pas. Mais voilà, c'est une petite lecture qui m'a plutôt bien tentée. Alors, dans la catégorie romance historique, je nomme Outlander. J'ai pas terminé la série, mais j'ai beaucoup aimé au début, donc je me dis pourquoi pas découvrir cette romance à travers les livres. J'aime bien un petit peu cette vibe de voyage dans le temps, etc. Sauf que le seul gros problème, c'est que Claire, pardon pour ceux qui l'aiment, mais elle m'énerve. Elle est toujours en train de se fourrer là où elle ne devrait pas. Elle n'écoute rien, elle en fait qu'à sa tête. Et je sens que dans les livres, soit ça va un petit peu me calmer de voir plus ce qui se passe dans sa tête, donc je me sentirai moins frustrée contre elle,
soit au contraire ça va être encore pire. Et vu que c'est vraiment pas un personnage que j'apprécie, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de regarder la série, je sais pas trop ce que ça va donner en lecture. Alors ça, pour moi, c'est vraiment une série à l'eau de rose. Par contre, ce qui peut me redonner vraiment envie de regarder, c'est vraiment Jamie, hein. Clairement, il est tellement dévoué cet homme, il est tellement gentil et il se sacrifie tellement pour les autres. Alors, pour le résumé, si jamais vous avez jamais entendu parler de cette série de livres ou cinématographique, ancienne infirmière de l'armée britannique, Claire Beauchamp-Randall passe des vacances tranquilles en Écosse où elle s'efforce d'oublier les horreurs de la Seconde Guerre mondiale auprès de son mari tout juste rentré du front. Au cours d'une promenade sur la lande, elle est attirée par des cérémonies étranges qui se déroulent près d'un menhir. Elle s'en approche et c'est alors que l'incroyable survient. La jeune femme est précipitée 200 ans en arrière dans un monde en plein bouleversement. 1743. L'Écosse traverse une période troublée. Les Highlanders fomentent un nouveau soulèvement contre l'occupant anglais et préparent la venue de Bonnie, prince Charlie, le prétendant au trône. Plongée dans un monde de violence et d'intrigues politiques qui la dépassent, Claire ne devra compter que sur elle-même pour surmonter les multiples épreuves qui jalonnent ce formidable voyage dans le temps. Elle connaîtra l'aventure et les périls, l'amour et la passion, jusqu'au moment crucial où il lui faudra choisir entre ce monde palpitant qu'elle aura découvert et le bonheur qu'elle a connu et qui désormais lui paraît si lointain. Guerre en Écosse avec les Highlanders, voyage dans le temps. Moi personnellement j'aime beaucoup cette série, vraiment sauf Claire quoi. Elle m'agace. Donc franchement dites-moi si jamais vous avez lu un petit peu Outlander, est-ce que c'est mieux? Est-ce que la description des sentiments de Claire du coup nous font l'apprécier un petit peu plus ou est-ce qu'elle est toujours aussi chiante? Après c'est son rôle, c'est son personnage, hein, elle est entêtée, elle est têtue, voilà mais bon. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Scared, je vous en ai déjà parlé, pareil il fait partie des livres que j'ai envie de lire en 2025. C'est le tome 2 de la saga Never After. Et en fait ce sont des réécritures de personnages Disney en version dark romance. Le tome 1 avec le Captain Crochet. Alors clairement je préfère vous dire que pour moi dans ma tête c'était pas le Captain Crochet de Peter Pan les dessins animés, c'était le Captain Crochet de Once Upon a Time. Ça passait bien mieux. Et là donc dans le tome 2 qui s'appelle Scared, on va suivre Scar. Et tout ça, ça se déroule dans un univers de royauté. Parce que lui, c'est le petit frère du futur roi, en gros. Encore une fois, je vais vous lire le résumé. Elle ne lui appartient pas, elle appartient à la couronne. Le prince Tristan Fassa n'est pas destiné à accéder au trône. C'est son frère Michael qui en est l'héritier. Ce même frère responsable de son enfance tourmentée et de la cicatrice qui barre son visage. Alors quand leur père décède, Michael endosse son nouveau statut de roi et Tristan réfléchit à la meilleure façon de le lui voler. À la tête d'une rébellion secrète, il compte bien ne reculer devant rien pour mettre fin au règne de son frère. Néanmoins, lorsque la nouvelle fiancée de Michael, Lady Sarah Batro, entre en scène, Tristan se retrouve au milieu d'une guerre d'un nouveau genre. Une guerre qui impose une question essentielle. Qu'y a-t-il de plus important? La couronne ou la femme qui s'apprête à la porter? Sarah, elle, n'a qu'un seul plan, épouser le roi et éradiquer la lignée des Fassa, au péril de sa vie s'il le faut. C'était sans compter sa rencontre avec le prince Balafré. Il est redoutable, il est le fruit défendu, et accessoirement l'un des hommes qu'on lui a demandé de tuer. Mais la frontière entre la haine et la passion n'a jamais semblé aussi mince, et à mesure que ses secrets sont révélés, Sarah ne sait plus à qui elle peut faire confiance. Déchirée entre sa vengeance et le méchant qu'elle n'était pas censée aimer. Donc elle va jouer les espionnes infiltrées, et lui, en même temps, il va tenter de renverser son frère pour avoir le pouvoir. Sauf que elle est infiltrée et mariée au roi, au nouveau roi, et lui, c'est le frère du roi et il va tomber amoureux de la femme de son frère. Dans ma tête c'est clair là, quand je le raconte je suis pas sûre que vous compreniez, mais franchement j'aime beaucoup. Alors on est sur de la dark romance donc c'est bien évidemment je pense, enfin je suis sûre, pour public averti. Il doit y avoir des scènes sûrement gore et sûrement très explicites, donc il faut le savoir. Moi ça me dérange pas, j'ai pas une très grande sensibilité donc ça va. Mais à savoir si jamais ça vous dérange ce genre de scène. Alors là on part totalement sur l'opposé pour les deux derniers livres. Le premier c'est l'Anti-Lune de Miel. Je dois bien vous avouer que la couverture, j'ai du mal, mais on en a beaucoup entendu parler, apparemment c'est un petit peu drôle quoi, un peu plus léger et un peu sympathique. Je sais même plus de quoi ça parle, il est dans ma wishlist depuis très longtemps, j'ai un petit peu oublié, j'ai pas une mémoire hyper développée. Quand deux ennemis jurés partent en faux voyage de noces à Hawaï, tout peut arriver, même de trouver l'amour. Olive Torres s'est habituée à être la jumelle malchanceuse. Mésaventure inexplicable, licenciement récent, elle semble comiquement poursuivie par la guigne. Sa sœur Amy, au contraire, incarne l'éternelle gagnante, au point même de parvenir à financer l'intégralité de son mariage en remportant des jeux concours. Malheureusement pour Olive, il y a pire que sa malchance chronique. Elle se voit forcée de passer toutes les festivités de la noce en compagnie d'Ethan Thomas, le témoin du marié et son ennemi juré. Olive se prépare à vivre un enfer, déterminée à faire bonne figure. Mais lorsque tous les invités sont victimes d'une intoxication alimentaire, la fête vire au cauchemar et seuls Olive et Ethan s'en sortent indemnes. Soudain, une lune de miel tout frais payée se trouve à portée de main.
humain et Olive préférerait mourir plutôt que de laisser Ethan profiter du paradis sans elle. Convenant d'une trêve temporaire, ils s'envolent tous les deux pour Maui. Après tout, 10 jours de bonheur valent bien la peine de jouer au couple de jeunes mariés amoureux, n'est-ce pas? Mais étrangement, faire semblant dérange de moins en moins Olive. En réalité, elle se sentirait presque assez chanceuse pour une fois. Donc ça se voit, c'est quelque chose d'un petit peu plus rigolo, un petit peu plus léger. Ça a l'air assez marrant. Franchement, le principe m'a fait rire. Donc pourquoi pas, pour souffler après une grosse lecture, de lire ce petit livre pour passer un bon moment, quoi. C'est pas prise de tête et je sens qu'il doit y avoir des petites joutes verbales entre les deux qui doivent être assez marrantes. Et pour terminer, nous avons une sorte de romance scientifique. C'est un livre d'Ali Hazelwood. Je crois que c'est un petit peu sa marque de fabrique. Enfin, elle en a fait un sur les échecs, un sur la science et je sais pas. Mais elle aime bien faire des romances assez originales. Alors ce livre me donne des vibes complètes d'Aria et Ezra, franchement, parce qu'on est sur une romance entre un professeur et son élève, mais je crois qu'ils se sont rencontrés dans d'autres circonstances. Bah tiens, elle s'appelle Olive aussi, comme dans l'Anti-Lune de miel. Olive Smith, étudiante en 3e année de thèse, ne croit pas aux relations durables. Anne, sa meilleure amie, si. Raison pour laquelle elle se trouve dans le pétrin. Afin de convaincre Anne qu'elle est heureuse en amour, Olive ne peut se contenter d'un simple mensonge. Les scientifiques ont besoin de preuves. Comme tout biologiste qui se respecte, Olive panique et embrasse le premier homme qu'elle voit. Or cet homme n'est autre qu'Adam Carlson, jeune professeur sexy et tyrannique de Stanford. Contre toute attente, Adam accepte de prétendre être son petit ami. Plus surprenant encore, il est parfait en tout point. Soudain, leur expérience est proche de la combustion et Olive découvre que tester ses hypothèses sur l'amour peut s'avérer dangereux quand c'est son propre cœur qu'on met sous un microscope. Donc ils font semblant d'être amoureux, sauf qu'en même temps je crois que c'est son professeur, donc ça doit être un petit peu problématique. Et je suis désolée, mais le mec sur la photo, je l'identifie totalement à Ezra, encore une fois. Alors quand j'étais jeune, j'étais fan de ce petit couple. Maintenant j'avoue que ça me dérange un petit peu plus parce que bon, elle était mineure, Aria quand même. Les perceptions quand on grandit changent un petit peu. Là, elle est en thèse, donc je pense qu'elle est quand même bien majeure. Donc déjà, ce sera moins dérangeant. Et après, avec un truc un peu scientifique, biologiste, etc., ça peut être sympa. Je l'ai encore dit, c'est horrible. Mais en tout cas, c'était le dernier livre qui me donnait envie dans cette catégorie qui est la romance. Honnêtement, à chaque fois que je lis les résumés, là, ça me tente. Mais encore une fois, c'est juste qu'à chaque fois, au moment de choisir ma lecture, j'ai toujours envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus recherché. Mais je pense que je vais essayer de m'instaurer, enfin, après, faut pas se forcer dans la lecture, mais un peu une fantaisie, un autre style, une fantaisie, un autre style, parce que de 1, j'ai peur de me lasser de la fantaisie et j'aime tellement ça que le fait d'en lire tout le temps, est-ce que ça va me saouler ou pas? Et d'un autre côté, bah c'est dommage de rester toujours dans le même style de lecture, et je vous le dis pareil depuis le début, j'ai envie de me diversifier. Et troisième point, si je m'instaure une fantaisie, un autre livre, une fantaisie, un autre livre, ça va me permettre du coup de souffler entre les fantaisies, de couper à chaque fois entre tous les mondes différents qui sont créés, et en même temps de permettre de découvrir d'autres livres que je laisserai toujours de côté sinon, si je laissais vraiment juste mon cœur choisir les livres un par un. Donc je pense que je vais essayer de faire ça. Là je vous ai donné toute une liste de romances qui me tentent, donc n'hésitez pas à me dire lesquelles vous avez préférées. Je sais que vous êtes plein à beaucoup aimer la romance parmi les personnes qui commentaient mes vidéos, donc si vous avez des recommandations par rapport à tous ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ça m'aidera à faire des choix, donc merci à ceux qui le feront. En tout cas moi je pense qu'on est bon pour cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai écouté, je sais qu'en commentaire vous m'avez demandé de faire ce style de vidéo avec ce que j'ai lu, ce que j'ai à lire et ce qui me donne envie, avec le style slow burn, enfin la trope slow burn, donc je vais essayer de vous faire ça prochainement. Si vous avez d'autres tropes, d'autres styles littéraires dont vous avez envie que je parle dans une vidéo comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Et moi je pense que je vais vous laisser tranquille. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous.